Et moi, je vais vous parler de micromanagement. Alors, il se trouve que cette semaine, un de mes clients, entrepreneurs, me racontait combien il était heureux depuis qu'il avait repris la direction d'une de ses BU, combien il était heureux de passer quotidiennement voir ses collaborateurs et combien il était heureux de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, dans le dur en fait, hein, dans finalement l'opérationnel. Et ça m'a amené à lui parler de micromanagement et donc ça m'amène à vous parler cette semaine de micromanagement. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mession, Chassagne et compagnie. Alors, le micromanagement, vous en avez entendu parler, mais dans cette chronique, on va s'attacher à cet aspect entrepreneurial. Donc, la question, c'est comment est-ce que je peux manager efficacement, hein. Et nous verrons que le micromanagement, c'est un style de gestion. Nous verrons aussi que c'est une tentation et une tentation que tous les entrepreneurs, peut-être même tous les managers connaissent, mais nous, on s'intéresse aux entrepreneurs. Pourquoi est-ce que c'est une tentation? Nous verrons qu'il y a 50 nuances d'erreurs qu'on peut commettre en micromanagement, micromanageant. Nous appellerons Dan Pink, un des auteurs préférés de Melchion, à la rescousse. Et enfin, nous verrons qu'il y a une exception possible à cette suggestion de bannir le micromanagement que nous allons vous faire dans les minutes qui suivent. Alors pour commencer, une petite image, un petit dessin d'humour. Donc vous voyez deux personnes, ça c'est pour ceux qui écoutent en podcast, qui se parlent et qui dit l'un dit à l'autre, je regarderai par-dessus ton épaule et je te ferai des suggestions pendant que tu travailles. Ça, c'est le principe du micromanagement et on le verra, c'est même un principe physique, c'est-à-dire d'arriver derrière un collaborateur, de se pencher à côté du collaborateur, de regarder ce qu'il y a sur son écran ou sur son poste de travail et de faire un commentaire ou une suggestion qui n'est pas sollicitée. Et un deuxième dessin d'humour qui m'a fait beaucoup rire, qui dit il n'y a pas de tiret dans micromanagement. Donc on voit quelqu'un qui est par-dessus exactement l'épaule de quelqu'un qui est sur son ordinateur, ce que je vous décrivais à l'instant, et qui lui explique que micromanagement, en tout cas en anglais, s'écrit sans tiret. En français, on aurait dit il y a un tiret dans micromanagement. Alors qu'est-ce que c'est le micromanagement? Eh bien, c'est d'abord une présence forte aux côtés des collaborateurs. Ils sont en train d'effectuer une tâche. Hein, c'est le moment où on vient imposer sa présence de dirigeant à une personne qui est en train de travailler. Hein, c'est pas en train de boire le café, de parler à son collègue ou de traverser le bureau. Elle est à son poste de travail, que ce soit dans la partie production ou que ce soit dans la partie des bureaux, la personne est en train de travailler. Deuxièmement, on effectue une correction en temps réel dans le but d'améliorer la performance et la qualité à l'instant même. Ah, est-ce que tu veux pas changer cette tournure de phrase dans cet email que tu es en train d'écrire? Ou bien, est-ce que tu as pensé à extraire les données qu'on voulait recevoir? Je- Fais-moi voir ce que tu fais. Ou bien encore, ah, ben écoute, je vois que tu es en train de travailler à la maintenance de cette machine. Est-ce que tu peux aller voir au bout de l'atelier parce que je crois que Michel a besoin de toi. On pense améliorer la qualité, on pense améliorer la performance et on arrive en temps réel avec une proposition de correction de ce que la personne est en train de faire. Dernier point du micromanagement, une attention excessive aux détails. Et on verra que euh, l'attention aux détails, ça n'est pas forcément une mauvaise chose et que c'est l'excessif qui va être difficile à définir. Donc voilà, le cadre est posé, micromanagement, vous savez de quoi on parle. Et donc,
Pourquoi est-ce que c'est une tentation pour un entrepreneur? Eh bien, évidemment, en tant qu'entrepreneur, vous avez l'envie d'être efficace. Vous recherchez parfois la perfection. Vous êtes sous stress et l'enjeu est éventuellement critique. Eh bien, dans ces 4 cas précis, vous pouvez être tenté de débouler dans le bureau ou par-dessus l'épaule du collaborateur dans l'open space pour lui donner, lui tenir la main, lui guider la main. Vous pouvez aussi le faire, bien entendu, à l'intérieur de l'usine ou de l'espace de production. Je précise qu'il ne s'agit pas ici d'enseigner un geste. Je te montre peut-être, si tu veux bien, comment moi je fais dans cette circonstance et on guide le geste de la personne en lui montrant comment faire et on lui demande d'améliorer son geste. Là, c'est du management qui peut être positif. Non, non, c'est vraiment l'inverse. Je vais faire à ta place la petite correction où on va essayer d'être plus efficace, hein. Et donc, cette tentation, il faut reconnaître qu'elle existe. Il faut reconnaître qu'on y est tous soumis et qu'il va falloir y résister. Pourquoi est-ce qu'il faut y résister? Eh bien, j'ai appelé ça 50 nuances d'erreur parce que vous allez en réalité casser un grand nombre des éléments qui constituent la performance de vos équipes si vous faites ça et encore plus si vous faites ça régulièrement. Alors, bien sûr, ça sera perçu comme un manque de confiance par vos collaborateurs. C'est le moment où vous êtes en train implicitement de dire à la personne et à tous ceux qui vous regardent, bon, bah, il faut lui tenir la main. C'est donc personne qui finalement n'est pas compétente ou qui n'a pas ma confiance. C'est aussi un manque d'humilité. Bien sûr, je sais mieux que toi. C'est peut-être vrai, mais est-ce la bonne manière de le dire? Est-ce la bonne manière de faire progresser votre collaborateur? Bah, à l'évidence, non. C'est aussi le défaut de la surqualité. Vous savez, la surqualité, c'est cette qualité supplémentaire qui est invisible ou inutile à votre client et qui consomme de la ressource pour quelque chose que votre client ne valorise pas, voire même ne perçoit pas. Et donc, vous êtes peut-être à ce moment-là en train de faire un micromanagement pour obtenir une qualité qui n'est pas nécessaire et qui donc vous auriez pu laisser, donc vous auriez pu laisser votre collaborateur tranquille et finir sa tâche. C'est un bon moyen aussi de devenir le goulet d'étranglement de son organisation. Alors, je vous donne un exemple, hein. Je connais un entrepreneur, un de nos clients, qui ne laisse jamais partir un devis sans l'avoir relu, révisé. Pourquoi? Ben parce qu'il est arrivé dans le passé que des devis soient mal rédigés, avec évidemment des problèmes de budget, des problèmes de délai qui en fait devaient être gérés plus tard, parce que comme le devis avait été accepté par le client, eh bien derrière, il fallait aller expliquer au client qu'en fait, ben, ça allait prendre 4 semaines de plus et que ça allait coûter le double. Et donc, pour éviter ça, la solution qu'il avait trouvée, c'était tous les devis sont relus et signés par moi. Pour comprendre ce qui l'a amené à prendre cette décision, on peut aussi remarquer que du coup, c'est le goulet d'étranglement de tout le business de la boîte. Et de fait, il avait plusieurs jours de retard dans la lecture et la signature de ses devis avant envoi au client, ce qui faisait le désespoir de ses collaborateurs, parce que ses collaborateurs commerciaux savaient que, quels que soient leurs efforts pour être dans les temps, le devis allait prendre du retard, puisque leur patron allait devoir le reviser intégralement. Bien sûr, vous avez toutes les questions d'infantilisation et de jugement qui sont parfois mal vécues par les collaborateurs. Donc, je ne dis pas qu'à l'origine, la raison de micromanager n'est pas bonne. Je dis que le résultat, c'est que vous infantilisez et vous jugez vos collaborateurs parfois grâce aux open space en public. Et enfin, peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas très sensible pour certains d'entre vous, et puis d'autres un peu plus, c'est que pour faire du micromanagement, vous allez souvent vous pencher vers la personne, surtout souvent par-dessus son épaule, et vous allez rentrer physiquement dans la sphère personnelle,
Hein. Donc, je vous rappelle les quatre sphères physiques autour de quelqu'un. La sphère intime, en gros, c'est quand on se touche, hein, ça c'est intime. La sphère personnelle, c'est moins de 30 centimètres. Quand vous êtes à moins de 30 centimètres, ça varie selon les gens, mais en général, vous pouvez vous donner cette règle-là. À moins de 30 centimètres du corps de quelqu'un ou de son visage, vous êtes dans sa sphère personnelle. Et après, il y a la sphère euh, sociale et la sphère publique. La sphère sociale, c'est la longueur de bras, hein, deux longueurs de bras, une longueur de bras chacun. On se serre la main, on se dit bonjour, on rentre dans la sphère sociale de l'un et des autres, on se fait la bise, on rentre dans la sphère intime de la personne. Et la sphère publique, c'est encore un peu plus d'espace, on essaye de marcher loin les uns des autres quand on est dans la rue, sur le trottoir, ou dans un endroit où on a de la place, on essaye de garder une distance de 3 mètres à peu près entre différentes personnes. Donc vous comprenez bien que quand vous vous penchez par-dessus l'épaule d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, vous êtes en train de rentrer sans autorisation expresse de sa part dans sa sphère personnelle. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous générez une réaction de stress involontaire, mais une réaction de stress par le cerveau qui se voit en danger. Et donc, vous avez à ce moment-là perdu le cerveau, le cortex préfrontal de votre collaborateur ou de votre collaboratrice, parce que la seule chose que son cerveau lui envoie comme message, c'est du cortisol, tu es, et de l'adrénaline, tu es en danger. Et à partir de là, pas bien facile de commencer un dialogue. Alors, je vais convoquer un des auteurs que nous aimons bien chez Melsion, qui s'appelle Dan Pink. Et Dan Pink, c'est l'auteur de plusieurs livres fort utiles à nos yeux pour les entrepreneurs, dont notamment Drive, To Sell is Human, et puis When. Donc, je vous donnais les titres anglais, il existe les titres français. Et voilà, vous avez Drive à l'écran. Drive, les surprenantes causes de la motivation, quelque chose comme ça en français, c'est toujours incroyablement mal traduit. Euh, et son livre Drive de Dan Pink révèle qu'il y a motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Les motivations extrinsèques, c'est celles qu'on nous impose ou qu'on nous donne par le système. Les motivations intrinsèques, c'est celles qu'on a en nous-mêmes. Et Dan Pink nous donne cette information. Les motivations intrinsèques sont toujours plus puissantes que les motivations extrinsèques. Et les motivations intrinsèques, il y en a trois. Les voilà, les trois facteurs clés de la motivation intrinsèque sont l'autonomie, en anglais autonomy, mastery, la maîtrise, au sens d'être un maître de ce que l'on fait, à ce que l'on fait, et purpose, le sens. Et ce que vous faites quand vous micromanagez, c'est que vous venez directement attaquer ce premier pilier qu'est l'autonomie. Vous venez expliquer en réalité à un collaborateur qu'il ne peut pas être autonome dans sa tâche parce que bah, vous avez besoin, vous, chef, de venir par-dessus et de l'accompagner et de l'aider à réaliser sa tâche. Et donc, c'est un destructeur de la motivation. Outre tous les effets négatifs que je viens de citer, il y en a un qui est incroyablement puissant, c'est la destruction de la motivation. Et donc, en les privant hein, de cette autonomie, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de détruire votre équipe. Est-ce bien l'objet recherché? Est-ce bien le but recherché? Je ne suis pas sûr. Donc, en conclusion, on peut dire que micromanager, c'est un pansement sur une entreprise qui n'est pas conçue comme un système, une organisation finalement qui n'a pas évolué vers un fonctionnement simple, un fonctionnement euh, aisé entre les personnes par rapport à ce qu'elles ont à faire. On le voit, c'est un facteur qui détruit la motivation de vos collaborateurs et vous allez le payer beaucoup plus cher que la petite performance immédiate que vous allez gagner. Et donc, notre conseil, c'est bien sûr, soyez plutôt en posture de coaching et de soutien
dans une logique de est-ce que tu veux bien que je vienne t'aider parce que cette tâche est importante et urgente, hein, c'est tout à fait différent. Euh, Parce que le collaborateur peut comprendre que vous ne le laissez ainsi pas seul face à cette tâche importante et urgente. Et enfin, pour terminer, il y a peut-être une occasion dans laquelle ça ressemble à du micromanagement et à nos yeux, chez Melchion, vous allez faire quelque chose de très utile. C'est quand vous allez demander à quelqu'un de vous former à leur propre tâche. Et là, pour le coup, en effet, vous allez venir vous asseoir à côté d'eux et vous allez dire, montre-moi comment ça marche quand tu dois entrer une commande dans l'ERP. Vous savez quoi? Vous allez apprendre plein de choses sur le côté absurde du fonctionnement de vos process et de vos systèmes. Et en le faisant vous-même, vous montrez aussi que, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, vous avez un rôle important dans la structure et que c'est pour ça que vous avez des collaborateurs, dans l'exemple que je prends, qui saisissent les factures dans l'ERP. Mais vous leur montrez également que vous êtes un être humain et qu'en tant qu'être humain, ben, vous aussi, s'il y avait besoin, vous seriez tout à fait prêt à rentrer une commande dans l'ERP, que ça n'est pas une tâche indigne de vous, que vous n'êtes pas un être supérieur qui aurait une connaissance absolue qui lui permettrait de régner en maître ou en Dieu sur ses équipes, mais bien entendu un être humain dont le rôle est de piloter votre entreprise tout en gardant auprès de vos collaborateurs leur confiance. Merci Patrick. Encore une formidable chronique sur un sujet qui nous touche tous, hein. À deux, trois reprises, j'étais tenté d'intervenir pour te corriger. Alors, je le comprends et je te remercie. Qu'est-ce que tu aurais aimé corriger? Ah, des tournures de phrases, tu sais. Ah, C'est souvent dans le détail que se situe le problème. on est d'accord. Mes tournures de phrases mériteraient certainement un petit peu plus de polissage. Sur le fond, qu'est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur, je rebondis, Jean-Christophe, quand on le voit partir en micromanagement? Comment est-ce on attire son attention et comment est-ce on essaye de faire passer le message? C'est toujours l'acte premier qui est l'acte de la conscience de soi, qui va réveiller l'entrepreneur sur ce qu'il était en train de faire. Et, et ça, notre rôle en tant que conseiller de confiance est souvent d'ailleurs d'être celui qui aide l'entrepreneur à revenir en contrôle, de revenir à la barre, de réaliser qu'il était emporté par ses émotions, de réaliser qu'il était emporté par son élan. Et évidemment, c'est beaucoup mieux s'il arrive à s'en apercevoir tout seul. Donc, lui recommander tous les exercices qui permettent de s'apercevoir plus vite par soi-même qu'on est en train de dériver est une deuxième étape. Et donc, il ne faut pas le faire à chaud. Il faut isoler la personne, la prendre à part et ne pas le faire publiquement. Il faut le faire à chaud, puisque le feedback immédiat est important. Mais évidemment, un feedback, ça doit rester un cadeau. Donc, ça ne doit pas être une humiliation publique. Donc, soit on s'éloigne et on parle, soit on en fait un sujet tout à fait normal, de progression commune sans qu'il y ait de, de- De jugement. de jugement. J'ai, j'ai- c'est amusant, je cherchais la phrase qu'avait partagé quelqu'un que j'aime bien sur LinkedIn, Martin Richer, euh, et qui dit exactement tout ce que vous venez de dire, et qui le dit sur cette phrase un peu compliquée qui est: la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, Mmh. ça, c'est un truc de J'irais- militaire, ça. Et ah, il a une façon très jolie de l'écrire. Il rajoute une locution derrière, et tout d'un coup, ça se lit différemment. Il dit:
La confiance n'exclut pas le contrôle a posteriori. Et là, il explique que c'est le sujet de l'évaluation, c'est le sujet du feedback une fois la tâche réalisée. Il rajoute la confiance exclut le contrôle a priori, et lui-même met entre parenthèses micromanagement. Et il rajoute un truc qui rappelle que tout ça est contextué. J'ose pas faire référence à la chronique d'avant. La combinaison de ces deux critères, dit-il, est appelée management par la confiance. Et c'est effectivement une question de dosage qui s'ajuste pour chaque collaborateur. Et j'ai envie d'aller plus loin que lui, qui s'ajuste à chaque collaborateur et qui évolue dans le temps. Si j'ai quelqu'un de très junior, fatalement, le besoin de feedback est important. Le besoin d'appui au développement est important. Quelqu'un de plus autonome, ce ne sont plus les mêmes besoins. Et on retrouve du coup l'idée de Dan Pink. Privilégier le mastery chez les gens. Aidez-les à comprendre ce que c'est que le mastery et avoir envie de l'atteindre. La marche est haute, certes, mais tu peux y aller. Ou tu as réussi à monter une marche incroyable, c'est la suivante qui sera le sujet. Euh, le feedback ne se donne pas comme une sanction, il se donne, il s'offre pour permettre que la prochaine action soit meilleure. Mais vous voyez bien, tout ça est subtil.